Et on retrouve notre invité, quelque temps qu'on ne s'était pas rencontré et entendu. Bonjour Jean-Louis Montagu. Bonjour Monsieur Gadot, comment allez-vous? Bien, bien et vous-même? C'est comme ça en Belgique, on dit ça. C'est ça, comment ça va bien? Bon. Allez, on continue à découvrir notre patrimoine, l'histoire de Ribérac, ses personnalités. Vous êtes pris par le stress, non, le suspense je suis insoutenable. Taqué pour savoir de quelle personnalité vous allez parler aujourd'hui. Les épisodes précédents vous ont peut-être déjà un peu rassasié. Mais non, on a toujours envie et besoin de savoir. Alors vous avez toujours besoin. Bon, oui. Écoutez, on va satisfaire vos surtout besoins. avec des gens de talent comme vous, de connaissances. Je vous en prie, c'est vous aussi. Alors vous en êtes un autre. Merci. Alors, cette fois, j'ai pensé repartir sur des vies de célébrités. On va en voir 3 ou 4. Mais pour commencer, j'ai pensé que le plus proche, c'était Monseigneur Jacoupi, qui est de Saint-Martin-de-Ribérac, mais à une époque où Saint-Martin faisait partie de la paroisse. Hein. Depuis, ils ont pris leur indépendance. Mais ceci dit, je ne suis pas sûr qu'un jour, il ne va pas falloir revenir aux bonnes habitudes. Dans ce 21e siècle. Sauf pour les impôts, ça risque de leur faire un petit problème. Mais bon, on va voir. On n'y est pas. On n'y est pas encore, pas le mais sujet. Ça pourrait arriver. Ouais. Allez, on va sur M. Jacoupi. Allez, on y va. Alors, il a été évêque d'Agen, mais disons, sa carrière en elle-même est une vraie histoire, une vraie aventure qui vaut la peine d'être suivie et racontée, parce que, bon, sa période, sa vie a été très riche, de 1761 à 1848, et il a notamment... sa particularité, il a traversé la Révolution et quand il est exilé en Angleterre, pour résumer, et il a été nommé ensuite évêque par Napoléon soi-même. Alors c'est quand même un cas particulier qui mérite d'être vraiment étudié de près. Donc l'histoire commence sous l'Ancien Régime. Hein. On y va. Hein. Ah, on y va. On est parti. Donc le pape, c'était Pie VI, qui fut pape jusqu'en 1799. Jean Jacoupi, c'est le fils de Pierre Jacoupi, qui est né le 28 avril 1761, et son père était maréchal Ferrand. C'est vraiment un gars de la base. Moi-même, je descends de maréchaux Ferrand, donc je sais ce que c'est. Il avait reçu l'instruction primaire et poursuivi au petit collège de Ribérac, où il a fait des rapides progrès, mais il n'y resta pas longtemps, parce que son père l'a placé comme clerc chez M. Pourteron, notaire royal à Ribérac, parce qu'il y avait quand même des notabilités là-bas. Bon, donc il a eu à ce moment-là une vocation précoce, un attrait irrésistible pour l'état ecclésiastique. Là, vous savez qu'à l'époque, dans les familles nobles, il y avait le premier faisait dans les armes, le deuxième faisait dans l'église, et le troisième, il pouvait rester gérer le domaine. Mais bon, c'est pas une famille noble, hein, c'était vraiment la base forgeronne, disons. Alors, l'abbé Gros, qui s'occupait de ça, en particulier des vocations, l'a choisi pour servir la messe. Et ensuite, petit à petit, il est allé demander à sa mère, il dit « Je veux réserver votre enfant pour l'Église, Dieu l'appelle, et je me charge des frais de son éducation cléricale. » Parce qu'effectivement, il y avait des frais, le séminaire n'était pas gratuit. Bon, il a fini, je passe rapidement, il a été prêtre assez rapidement. Il a été nommé vicaire de la paroisse de Roncenac. Alors, Roncenac, c'est près de Villebois-la-Valette, ou Vaux-la-Valette. Mais je conseille aux gens d'aller visiter, parce que j'y suis allé à l'occasion. C'est un prieuré assez remarquable, avec une église magnifique, avec une nef et deux bas-côtés. Alors, elle n'est pas toujours ouverte, mais le prieuré, on le voit aussi à côté. Bon, maintenant, il est occupé par des civils, je dirais, il n'est plus prieuré, mais à l'époque, c'était une grande paroisse. Et puis, quelque temps après, son évêque l'a appelé dans la paroisse de Cumont. Cumont, tout le monde connaît Cumont. Et on voit la petite église qui fait partie du circuit des églises à coupole, mais elle n'a qu'une coupole, hein, c'est une petite paroisse, mais c'est aussi l'église du château. Hein. Donc, voilà. Et puis, donc là, ça nous menait... Je regarde en quelle année, je ne vais pas noter l'année, mais ça nous mène à la Révolution française. Et là, évidemment, tout change. Bon, il y a les cahiers de doléances. Bon, là, je ne vais pas non plus rentrer dans le détail.
Et le 17 juin 89, les membres du tiers-État déclarent qu'ils sont les seuls à constituer l'Assemblée nationale, mais ils ont été soutenus d'ailleurs par le bas clergé, ce qu'on appelle le bas clergé, ce qui a permis d'ailleurs de faire la révolution. Et ensuite a commencé une persécution avec la fameuse mise à disposition des biens de l'Église. Bon, le pape Pie VI a réagi plus tard, en 1790 seulement, et le roi s'est trouvé embêté. Bon, il y avait la constitution civile, il a fini par donner son accord sous la pression, puis finalement le pape l'a contredit. Donc la plupart des gens qui avaient signé se sont rétractés, comme on dit, sont devenus ce qu'on appelait des réfractaires à l'époque. Et évidemment, Jacobi en fait partie. Donc, et après, donc les vœux monastiques étant interdits, les biens d'église déclarés biens nationaux, et suppression des ordres religieux en juillet 1790. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui restait comme solution ou se faire... Enfin, ils avaient 15 jours, je crois, pour dégager du pays. Et lui, il est parti pour l'exil. Il y en a certains qui sont restés, il y en a qui ont été exécutés, etc. Bon, il y a eu l'épisode des Carmes avec ces massacres des septembre 92. Lui, il est parti, il a suivi son évêque à Londres. Alors, son évêque, c'était Louis de Flamarens, voilà, qui a été évêque de Périgueux jusqu'en 1791. Bon, lui aussi, il avait été élu au... Non, il n'avait pas été élu aux États généraux parce que les évêques étaient aussi appelés à l'élection. Donc il a été en colère et c'est pour ça qu'il est parti. Et puis en plus, on lui a imposé un évêque constitutionnel. Donc il a été réfugié à Londres et d'ailleurs il y mourra le 3 juillet 1815 parce qu'il est resté là-bas, parce qu'il était très malade. Alors Londres, prêtre réfractaire à Londres, bon, c'est une vie qui n'est pas facile. Heureusement qu'ils avaient des bienfaiteurs là-bas qui les ont aidés, même si c'était une ville protestante au départ. Et ça lui a permis de... Bon, il était à la Gênes, mais il excellait dans la cuisine du Périgord, et notamment dans les champignons. Et c'est comme ça qu'il a pu trouver des petits postes de cuisinier et survivre. Alors, c'est bon à savoir. Ça fait aussi partie du patrimoine. Là. Absolument, absolument. Bon, nous passons sur toutes les étapes intermédiaires. Et son retour en France, il rentre en France, disons, dans sa maison paternelle en 1799. Et il apprend le décès de sa mère à la veille de son arrivée. On dit qu'il s'est évanoui et s'est relevé complètement brisé. Vous voyez, donc c'était pas gai non plus. Et d'ailleurs, c'était l'époque où va apparaître... ce fameux Bonaparte-Napoléon, en 1799, il y avait le Directoire, et puis avec tout l'emprisonnement du pape, qui est mort à 82 ans, prisonnier des Français à Valence, arrive le pape Pie VII. Bon. Mais en attendant, les prêtres non assermentés, ils n'avaient pas de place ni de traitement. C'est seuls les... Alors arrive le coup d'État de Brumaire. Je passe aussi sur les détails, vous les trouvez sur Calaméo, dans le diaporama, avec les articles organiques, le concordat. Enfin, bon, certains disent que c'était plutôt un discordat. C'était une manière d'asservir l'Église à l'Empire, puisqu'après il y a eu l'Empire. Oui, il est accueilli à ce moment-là par l'évêque d'Angoulême, parce que le diocèse de Périgueux se trouve réuni, parce qu'il y a eu le changement géographique. Les diocèses deviennent les départements, enfin, ou s'assimilent au découpage des départements. Et il se trouve en face d'un certain Dominique Lacombe, qui était l'évêque constitutionnel, et qui était d'ailleurs particulièrement féroce. Et bon, évidemment, en face d'eux, ça a fait des étincelles, donc il s'est retrouvé un petit peu marginalisé. Alors, Monseigneur Lacombe, je donne aussi les détails, mais pas ici. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va à Paris, parce que n'ayant plus d'affectation, il va à Paris. Pourtant, d'après le Concordat, il a droit à un poste, puisque c'était quand même, on a réhabilité, tout en laissant les constitutionnels, on a réhabilité les anciens réfractaires. Donc, il rencontre un personnage, c'est là son destin qui a changé et qui mérite quand même une parenthèse. Il rencontre un personnage qui portait le même nom que lui,
Et en fait, on a regardé, c'était un général ami intime du premier consul Bonaparte. Général, j'ai regardé en fait dans les généraux de Bonaparte, il y en avait un qui s'appelait Jacopin et pas Jacopi. Alors, c'est le seul d'ailleurs qu'on signale dans les archives et dans tous les documents. Donc, bon, enfin, je suppose qu'ils. Alors, ils se sont retrouvés dans la même salle d'attente et l'un derrière l'autre, avec le même nom ou presque. Donc, il dit, comment vous trouvez-vous ici, mon cher cousin? C'est le général qui lui demande. Il dit, je reviens de l'exil et je rentre dans mon pays. C'était l'abbé Jacopi. Vous n'avez rien à demander au gouvernement? Il demande. Rien, général, je vous remercie, mais je n'ai qu'un désir de revoir ma paroisse de Cumont, près de Saint-Privat. Mais puis-je vous donner autre chose? Le premier consul ne peut rien me refuser. Il lui dit, rien, non, moi c'est ma première paroisse qui m'intéresse. Alors il passe l'entrevue avec Napoléon, tous les deux ensemble. Et Napoléon lui dit, écoutez, monsieur l'abbé, votre cousin m'a parlé de vous en très bons termes, c'est Napoléon qui parle, hein, et je vois qu'il ne m'a pas trompé. J'ai l'intention de faire de vous un évêque. Alors là, le pauvre prêtre était stupéfait. Alors il dit, vous serez évêque d'Agen, vous disais-je, c'est le futur empereur, il n'est pas encore, et vous ferez un excellent évêque. Jacopi est affolé. Il va aussitôt, il sort, il va au séminaire Saint-Sulpice et il va voir monsieur Emery, qui était le supérieur des Sulpiciens à l'époque, qui était très connu d'ailleurs. Et le père Emery lui dit, non, effectivement, vous avez raison. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Moi, je ne suis qu'un pauvre prêtre, je n'ai pas besoin je ne me sens pas capable d'être évêque. Emery lui dit, oui, vous avez raison. Et puis il sort de chez Emery. Mais à ce moment-là, Emery se ravise et va lui courir après dans la rue et lui dit, écoutez, monsieur l'abbé, j'ai réfléchi devant Dieu. L'Église, votre mère, vous demande un grand dévouement. Courbez vos épaules et soyez évêque. Vous avez dit à Dieu, alors c'est sa devise qu'on retrouve sur son épitaphe dans l'église de Saint-Martin, « Qui suis-je pour aller délivrer les enfants d'Israël ?» Je crois que c'est Moïse qui avait répondu ça. Et Dieu avait répondu, « Ma grâce te suffit. » Donc voilà un petit peu la citation. Ça mérite quand même de... Alors bon, qu'est-ce qu'il veut? Il est investi, donc il va y avoir il est soumis au vœu d'obéissance, donc il va y aller, quoi. En plus, obéissance à son évêque et à Napoléon. C'est le concordat. Alors, il est investi, d'ailleurs, c'est symbolique, dans l'église des Carmes, là où il y a eu tous ces martyrs. Il a prêté serment. Et bon, sa première messe, il l'a dit à l'intention de sa mère qui venait de mourir, comme je vous l'ai dit. Et il est consacré par un légat du pape qui était là. Et le précédent... Mais par contre, il y a un petit problème, c'est que l'ancien évêque d'Agen, lui, il était aussi en Angleterre, je crois, mais il n'avait pas démissionné. Donc il se retrouve... mais il n'est pas sur place, c'est l'inconvénient. Il s'appelle Jean-Louis Dusson de Bonnac. Vous voyez, c'était famille noble, alors que lui, c'est pas tout à fait la même ascendance. Il a prêté serment aussi entre les mains des consuls et le représentant du Saint-Siège le 16 avril 1802. Donc il reçoit toutes les insignes et il va à Agen. Alors Agen, à l'époque, c'est 10 000 habitants. Aujourd'hui, 34 000 quand même. Enfin, c'était gros, hein. Traversé par la Garonne. La Révolution a été très meurtrière là-bas. Alors Agen, pour ceux qui connaissent, il y a un pont. D'ailleurs, je donne la photo. Un pont-canal. C'est le côté... c'est-à-dire qu'il y a des péniches qui passent par-dessus la rivière sur ce pont-canal. Bon, il y a 4 paroisses. Et voilà qui va... Alors, comme un bon besogneux de forgeron, il va travailler et il va restaurer l'église. Alors, avant la Révolution, il y avait 24 églises. Elles sont réduites à 7. Mais avec ces 7 églises, il va faire quasiment des miracles. Malgré les difficultés avec Monseigneur de Bonnac, donc j'avais dit, qui attend toujours sa place, et il s'en sort quand même diplomate comme il est, en disant, écoutez, je vous succède sans vous remplacer. Pas mal. C'est du en même temps déjà. C'est ça, c'est de la politique, c'est l'art de faire de la politique. Donc, alors là, je détaille toutes ces
ses actions, qui sont très nombreuses, parce qu'il va officier pendant une vingtaine d'années, et il a reconstruit l'église. Il était très proche, vu ses origines, il était très proche du peuple. Il va rallier tous les anciens paroissiens qui étaient un peu dispersés. Il réorganise, il reconstruit des églises décentes, il redélimite des paroisses, il en sauvegarde 200. Oh, c'est un travail monstre qu'il a fait. Je pense aussi à Chancelat d'Alain de Solminiac. C'est un peu ce genre-là d'évêque, comment dire, qui se promenait à pied, mais qui faisait un boulot énorme. Il a battu un travail considérable. D'ailleurs, il est mort finalement d'épuisement, lui aussi, comme d'autres. Hein. Il a développé les séminaires, la formation. Bon, pendant ce temps, c'est l'Empire qui continue. Alors, l'Empire, je le détaille dans le diaporama, l'Empire, c'est la conquête de l'Europe, etc. Et puis, alors, l'empereur, lui, avec sa fête du 15 août, qui voulait que ça soit la Saint-Napoléon, alors que c'était aussi la fête de l'Assomption, il considérait la fête de Notre-Dame comme une concurrente. Bon, alors évidemment, notre évêque, lui, voilà, le 19 février 1806, il a voulu supprimer la fête de l'Assomption en faveur de sa propre gloire, la Saint-Napoléon. Bon, alors, le pape Pie VII, évidemment, n'a pas admis ça. Mais il faut vous dire qu'à ce moment-là, ce monseigneur Jacopi qui commençait à prendre du poids, de l'ampleur, oui, commençait à être mal vu de Napoléon. Et lorsqu'il y a eu le conflit de Napoléon avec le pape, le pape a refusé d'accorder l'institution canonique aux évêques, alors que c'est lui qui décide en dernier ressort. Alors Napoléon a occupé Rome en 1809. Et Pie VII a répondu par une sentence d'excommunication. Il faut voir que les relations étaient tendues. Alors, voilà, donc l'action acharnée de monseigneur Jacopi continue. Enfin, on voit quand même que pour un personnage modeste, il a un rayonnement considérable. D'ailleurs, il a mis en place des grandes œuvres. Il a accueilli celui qu'on célèbre à Périgueux, qui est Guillaume-Joseph Chaminade, qui lui rentrait d'Espagne et qui a créé un ordre et qui a créé les Marianistes. Mais il est passé chez Jacopi d'abord pour constituer son ordre. Une autre qu'on connaît moins, mais qui vient d'être canonisée, canonisée ou béatifiée, je ne sais pas, c'est la vénérable Adèle de Batz de Tranquéléon, qui fonde à Agen l'Institut des filles de Marie Immaculée, les futures religieuses marianistes, dans la même lignée, si vous voulez. Et c'est quelqu'un d'extrêmement important. Voilà. Et tout ça, on le doit aussi à monseigneur Jacopi. Enfin, il faut voir que... Alors, c'est cet épisode aussi comique, enfin comique si on veut, du Concile national de 1811. Le pape avait des réticences à ce qui se passait en France, et finalement Napoléon a décidé de faire son concile à lui. Ah, c'était le retour du gallicanisme, il ne supportait pas qu'on s'oppose à lui. Donc il a réuni tous les évêques. Quand le nonce apostolique qu'il avait invité lui dit que c'est le pape qui décide, il dit « Votre évêque est le chef spirituel de l'Église, comme moi j'en suis l'empereur ». Voilà la réponse devant tout le monde, hein, de l'empereur Napoléon, enfin Bonaparte. Alors, l'empereur a été très content de monseigneur Jacopi, et il avait ajouté en se frottant les mains qu'il avait la main aussi heureuse pour faire des évêques que pour faire des généraux. Ça flattait son orgueil. Sauf que le jour de la réception, monseigneur Jacopi, il le brave. Il ose le braver en participant au conseil. Et quand l'empereur, au concile de 1811, l'empereur arrive, on annonce Sa Majesté, il va directement... Et alors, tous les évêques étaient rassemblés, il va directement voir monseigneur Jacopi, Napoléon, et il lui dit « Alors, ça va bien à Agen, monsieur l'évêque ?» Et Jacopi lui répond toujours avec dévouement à votre majesté « C'est bien, c'est bien. » Dans la séance préparatoire, il reparaît toujours, Napoléon, il fait un peu comme Constantin qui avait organisé un concile, c'est un concile de l'empereur, quoi. Pas un concile d'ailleurs, un synode. Il vient vers l'évêque d'Agen à chaque fois, et sa voix lui dit « Je compte sur vous, monsieur l'évêque d'Agen. » Tranquillement. Et la réponse lui vaut, comme on dit, une éternelle gloire. « Sire, vous pouvez compter sur mon entier dévouement,
mais jusqu'au devoir de la conscience. Alors là, Napoléon a froncé le sourcil et lui a brusquement tourné le dos. Voilà, cela voulait dire en gros que Napoléon voulait être aussi maître des consciences, mais que les évêques de France, appelés à Paris, ont refusé d'adhérer à ses prétentions illégitimes et ses projets hostiles au pape. Et Monseigneur Jacopi, sans lequel il avait grande confiance, eh ben s'est rebellé contre ses ambitions démesurées. Alors, Monseigneur Jacopi a répondu, d'ailleurs, lorsque chacun devait donner son avis, il avait répondu cette phrase: « On peut disposer de nos jours, mais de nos consciences jamais. Les évêques de France n'ont pas oublié la place de Grève. » Alors là, il veut dire par là les guillotinages et toutes les victimes de la Révolution précédente. Donc voilà, l'Empire... Bon, ce petit épisode mérite d'être souligné parce que ça montre quand même que les Ribéracois ne se laissent pas remonter, si vous voulez, par les puissants. Alors, l'Empire continue, puis il chute jusqu'en 1800. Bon, je passe sur toutes les batailles et les défaites. Il chute en 1814. Et... comment dire, alors, bon, je passe aussi sur les suites de la chute. Arrive la Restauration. Alors la Restauration, Louis XVIII, Charles X, et c'est après les 100 jours, d'ailleurs, avant la Restauration, il y a eu les 100 jours, l'ancien évêque d'Usson de Bonnac il a fini par admettre la nomination de Monseigneur Jacopi parce que lui-même a été nommé aumônier du roi Louis XVIII. Donc vous voyez que finalement ils ont réussi à s'entendre, mais il fallait, pour l'ancien évêque, il lui fallait une compensation que finalement il a obtenue. Donc Rome a confirmé dans son siège Monseigneur Jacopi définitivement et lui a ordonné d'y demeurer, ce qu'il a fait. Donc il a continué ses projets de mission diocésaine, l'œuvre de la propagation dite des bons livres, et la fondation de son œuvre qui s'appelait les Soirées chrétiennes. Là, tous les détails, je les donne dans ce diaporama, je ne peux pas les détailler ici, mais finalement, en 1825, premier signe de faiblesse, une longue maladie avait usé ses forces, et comme il dit, il se réserve de confier à des mains plus habiles et plus fortes les rênes d'un gouvernement que les attaques de l'impiété rendent tous les jours plus pénibles et plus difficiles. Il était devenu sourd, donc il envoie sa démission au souverain pontife et par docilité, disons, il a quand même dû encore le garder il a dû garder son fardeau pendant 15 ans de plus, parce que finalement le souverain pontife s'y est opposé. Il finit par... l'épiscopat de Monseigneur Jacopi avait duré 39 ans, et il finit... en 1840, en novembre, il était toujours en tournée. Il avait eu 800 paroisses et 2 diocèses, puisque Périgueux et Agen. Donc il s'est retiré en donnant sa démission, finalement, qui a été acceptée, à Bordeaux, où il a encore vécu 8 ans. Mais il est redevenu, alors c'est intéressant, il est redevenu un paroissien normal, c'est-à-dire qu'il assistait à des messes là-bas, mais dans la salle, dans la nef, il n'a jamais voulu... servir la messe. Sermon en chair, on l'avait appelé, mais il ne voulait pas. Il voulait redevenir modeste. Tout ça, c'est quand même un comportement qui mérite d'être souligné parce que ça montre que ce monsieur a eu une vie totalement exemplaire et c'est tout à l'honneur de notre région d'avoir donné naissance à de tels personnages. Voilà, il a eu, 27 mai 48, il a eu une mort, parce qu'il est tombé d'un escalier, je ne sais plus quoi, mais en détail, le 27 mai 1848, donc il n'a pas connu la Révolution, c'était juste avant, et il a eu des obsèques solennelles donc à Agen, le 12 juillet 1848. Et alors, ce qui nous reste de lui, il faut aller visiter l'église de Saint-Martin. Vous avez une épitaphe, une plaque de marbre dès l'entrée sur la gauche, quand on arrive. Et puis vous avez dedans, il y a une cérémonie de reconnaissance de la commune avec cette plaque de marbre.
Ici repose le très révérend Monseigneur Jean Jacoupy. Voilà. Enfin, je passe sur les détails. Il reçut avec humilité le fardeau de l'épiscopat. Hein. Vous avez vu comment. Pour la sainteté des âmes, il administra avec esprit de pacification l'église d'Agen, rétablie par ses soins, et y fit croître la piété. Il réclama pour Dieu ce qui appartient à Dieu. Alors, il y a sa devise tout à fait en bas qui dit « J'ai dit à Dieu, qui suis-je pour conduire le peuple d'Israël ?» Et il m'a répondu « Je serai avec toi », tiré de l'Exode, chapitre 3. Donc, c'est toute sa devise. Et alors, il nous a légué dans la sacristie sa mitre et tous ses ornements, d'ailleurs, bon, qui sont pas faciles à voir parce qu'il faut avoir les clés, et puis, enfin, on peut les demander. Hein. Il y a une personne qui... Et il a une place qui a été inaugurée, d'ailleurs, en même temps que Larigaudy. Les deux évêques étaient venus pour inaugurer la place Jean Jacoupy, qui est devant l'église. Hein. C'est la place de l'église de Saint-Martin. Voilà. Et je pense que on ne peut que se féliciter d'avoir de telles personnalités aussi charismatiques et qui partent d'un milieu modeste.